Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi, l'actualité internationale? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au second tour de l'élection présidentielle au Niger qui s'est déroulée le week-end dernier, le 21 février précisément. Ici, on avait même parlé du premier tour de cette élection présidentielle qui avait eu lieu le 27 décembre. Et donc, ce second tour-là visait évidemment à trouver un successeur à l'actuel chef d'État, Mahamadou Issoufou, qui après 2 mandats à la tête du Niger, ne pouvait plus se représenter conformément aux dispositions de la Constitution de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, au second tour, au premier tour d'abord, on avait eu à peu près une trentaine de candidats. Et les 2 qui avaient été qualifiés pour le second tour, c'était Mohamed Bazoum, l'actuel ministre, celui qui était ministre de l'Intérieur jusqu'au début de cette élection présidentielle. C'était le dauphin désigné de Mahamadou Issoufou. Il a été plusieurs fois ministre dans ses différents gouvernements. Et Mohamed Bazoum devait affronter un autre candidat, donc en l'occurrence un ancien président, M. Mahaman Ousmane. Et donc ce sont ces 2 candidats-là qui avaient été désignés pour ce second tour de l'élection présidentielle où environ 7 millions d'électeurs, 7,4 millions pour être un peu plus précis, avaient été appelés à participer à ce second tour. Alors il faut d'abord signaler que ce second tour, globalement, c'est bien passé, notamment à la capitale Niamey, mais évidemment ce second tour avait été endeuillé par la perte de 7 membres de la commission électorale dans la région de Tibesti, leur véhicule étant passé sur une mine et donc cette mine-là entraînait la mort de ces 7 membres de la commission électorale. Néanmoins, évidemment, ça a rappelé non seulement au gouvernement, mais à la population, mais aussi au futur président nigérien, évidemment la nécessité de continuer, des risques sécuritaires qui restent le risque le plus important actuellement. C'est vraiment le principal chantier qui va attendre celui qui devra succéder à Mahamadou Issoufou. Alors, donc les résultats de ce second tour-là sont sortis hier et donc la Commission électorale nationale indépendante a désigné Mohamed Bazoum vainqueur de cette élection avec un peu plus de 55,75% des voix, devançant ici l'ancien président Mahaman Ousmane qui lui a obtenu 44,25% de voix. Alors, le taux de participation à ce second tour était de 62,91%, toujours selon la CENI, et qui a notamment précisé que le président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, donc le parti auquel appartient Mohamed Bazoum et dont il était le candidat à cette élection, à ce second tour de l'élection présidentielle, avait recueilli à peu près 2 501 459 voix contre un peu moins de 1 985 736 voix pour son challenger Mahaman Ousmane. Et donc, la CENI a bien d'ores et déjà fait savoir que ces résultats, évidemment, sont des résultats provisoires. La procédure électorale voulant qu'au Niger, évidemment, ces résultats soient validés par la Cour constitutionnelle. Alors, il faut savoir que Mahaman Ousmane n'a pas attendu que la commission électorale divulgue ses résultats. Elle avait déjà annoncé dans la journée le fait qu'elle ne reconnaîtrait pas ces résultats. Et elle avait même demandé à la CENI de suspendre la proclamation des résultats, dénonçant ainsi un hold-up électoral qui était mis en place, notamment par le PNDS. Et donc, il avait demandé le jour où, évidemment, la Commission électorale nationale indépendante divulguait ses résultats, il a demandé à ses partisans de se mobiliser afin de manifester pour faire notamment échec à ce qu'il qualifie d'un hold-up électoral. Alors, évidemment, il y a, à mon avis, très peu de chances que le recours puisse aboutir, à moins que, évidemment, les partisans de Mahaman Ousmane apportent la preuve qu'il y a eu véritablement des fraudes durant cette élection-là. Or, cette élection s'est faite en présence de nombreux observateurs, aussi bien des observateurs de la CEDEAO que ceux de l'Union africaine et même ceux venant de pays d'autres continents. Et donc, de manière globale, durant le déroulement de ce second tour, en dehors des 7 personnes qui sont décédées, et là c'est dû au fait
dû au fait d'une question purement sécuritaire. Ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation même du scrutin. En dehors de ce fait-là, globalement, les observateurs n'ont pas noté de faits notables de fraude massive. Et donc, il y a peut-être eu des manquements. Et, vous savez, le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et donc il bénéficie de moyens extrêmement limités. Il peut y avoir eu dans l'organisation, ici et là, des manquements par rapport à son déroulement, mais globalement, jusqu'à présent, j'ai essayé de fouiller, je n'ai pas vu des observateurs émettre un non satisfait par rapport au déroulement des élections en elles-mêmes. Donc je pense que si éventuellement il a un recours qu'il va déposer, je pense qu'il va le faire, mais je ne pense pas que celui-ci puisse aboutir en faveur d'un annullement des résultats ou d'un report de voix de Mohamed Bazoum vers évidemment Mahaman Ousmane. Donc il est clair que Mohamed Bazoum sera très certainement celui qui va succéder à Mahamadou Issoufou. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sera une grande première dans toute l'histoire de ce pays qui a accédé à la magistrature suprême en 1960. Jamais au cours de son histoire, il n'y a eu de passation pacifique du pouvoir. La passation s'est toujours faite par coup d'État. Soit il y a un coup d'État, ensuite on met une transition, ensuite on met en place des élections et on a un nouveau président. Ça a toujours été comme ça au Niger au cours de sa longue histoire. Et donc pour la première fois, on va avoir 2 présidents élus démocratiquement qui vont se passer le flambeau à la tête du pays, à savoir Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. Donc véritablement ça c'est la première chose qu'il faut retenir, d'autant plus que ça n'a pas été facile pour notamment Mahamadou Issoufou. Il ne faut pas l'oublier que l'année dernière, lorsqu'il faisait savoir que il n'allait pas se représenter pour un 3e mandat, cela suscitait un peu l'agacement de ses homologues ouest-africains, Alassane Ouattara et Alpha Condé, qui, eux, ont modifié la constitution dans leur pays pour pouvoir briguer un 3e mandat. Et donc, même lorsque Mahamadou Issoufou avait pris la présidence tournante de la CEDEAO, il avait même demandé, il avait essayé de convaincre ses pairs de la CEDEAO d'inciter les présidents qui étaient tentés par une velléité de se maintenir au pouvoir à travers une modification de leur constitution, essayer de les convaincre, même y compris par des moyens assez coercitifs pour que ces derniers acceptent de passer le flambeau du pouvoir. Et donc cela avait même suscité des tensions entre Mahamadou Issoufou et Alpha Condé et Alassane Dramane Ouattara. Bon, évidemment, chaque personnalité a choisi sa voie. Mahamadou Issoufou a choisi, malgré parfois même les pressions qui venaient au sein de son parti, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, et d'essayer de l'inciter à modifier la constitution, mais il a refusé parce qu'il s'est rappelé de Mamadou Tandja. Il ne faut pas l'oublier, Mamadou Tandja, qui lui aussi, après 2 mandats, avait décidé de modifier la constitution et cela avait suscité de nombreuses manifestations qui s'étaient même soldées par des morts. On avait organisé un référendum qui avait été qualifié de parodique par les opposants Mamadou Tandja. Ce référendum ayant été validé par la Cour constitutionnelle de l'époque, et cela avait permis à Mamadou Tandja d'organiser des élections présidentielles auxquelles l'opposition n'avait pas participé parce qu'il déniait toute légitimité à Mamadou Tandja, et celui-ci s'était quand même fait réélire, et puis on connaît la suite. Quelques mois plus tard, il était déposé par l'armée, et évidemment il y avait eu un nouveau processus électoral qui avait été mis en œuvre, et c'était au terme de ce processus-là que l'actuel président Mahamadou Issoufou était arrivé au pouvoir. Donc celui-ci aussi avait, conformément à la Constitution, fait ses 2 mandats de 5 ans renouvelables, et donc au terme de ces 2 mandats, il n'a pas voulu répéter l'histoire, parce qu'évidemment l'histoire est très têtue, surtout en ce qui concerne le Niger. Il a donc fait preuve, à mon sens, d'une très grande sagesse en acceptant de ne pas se présenter à cette élection présidentielle et surtout à entrer dans l'histoire de ce pays comme étant le premier président démocratiquement élu à passer de manière tout à fait pacifique et démocratique le pouvoir à un autre président démocratiquement élu, en l'occurrence ici Mohamed Bazoum. Je pense que ça a été la stratégie de Mahamadou Issoufou, de ne plus vouloir
s'immiscer ou s'insérer dans l'histoire politique de son pays, mais plutôt de partir par la grande porte et essayer peut-être d'inciter aussi bien les générations futures nigériennes, mais surtout inciter d'autres chefs d'État africains à passer par cette voie-là, qui semble-t-il est la meilleure voie pour faire asseoir de manière durable la démocratie dans son pays. Donc, c'est ce résultat qui a été annoncé. Donc, victoire de Mohamed Bazoum avec 55,75% des voix. Et son challenger, Mahamat Ousmane, lui, aura été battu. On attend maintenant que ces résultats soient validés par la Cour constitutionnelle et que la cérémonie de passation de pouvoir, une première dans l'histoire de ce pays, se fasse à l'instar de ce qu'on avait pu observer, par exemple, il y a 2 ans en République démocratique du Congo. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la... Mais pour les gars de la commission électorale qui ont été tués là, pour l'instant on n'a pas d'informations? Non, parce qu'on sait que leur véhicule est passé sur une mine et c'est cette mine-là... Qu'est-ce que la mine fait sur la route? Les mines ont été placées par des groupes djihadistes. Il ne faut pas l'oublier que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, sont des pays qui sont fortement frappés par la menace djihadiste. Il ne faut pas oublier que l'opération Barkhane ne concerne pas que le Mali. L'opération Barkhane s'étend également au Niger et à une partie du Burkina Faso, dans la région qu'on appelle la région des 3 frontières entre ces 3 pays. C'est là où, évidemment, les groupes djihadistes sont les plus actifs. Et malheureusement, la constitution nigérienne impose que lorsqu'on organise un scrutin, tout le territoire, tous les Nigériens, quelle que soit la zone dans laquelle ils vivent, doivent participer à ce scrutin. C'est un peu, si tu veux, le reproche qu'on avait fait au Mali, c'est-à-dire qu'au Mali, les zones comme Tombouctou, Gao, Kidal, qui sont des zones qui sont, sur le plan sécuritaire, assez mal gardées, ont dû faire l'objet d'une mise à l'écart lors des différents scrutins, notamment le scrutin qui avait permis à Ibrahim Boubacar Keïta d'être réélu. Donc il y avait une partie du Mali qui n'avait pas pu participer au scrutin parce qu'on estimait que la sécurité aussi bien des agents électoraux que des populations ne pouvait pas être garantie. Et donc leur droit à pouvoir disposer de celui de voter avait été tout simplement mis de côté. Donc le Niger n'a pas voulu passer par cette phase-là. Les autorités ont décidé que tous les Nigériens devaient voter. Et c'est dans ce cadre-là qu'une équipe avait été envoyée dans cette zone-là, comme je l'ai dit, près de la zone de Tibesti. C'est une zone assez non loin de la frontière avec le Mali et c'est une zone qui est considérée comme étant une zone orange, c'est-à-dire une zone quand même assez dangereuse. D'accord. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning et on se retrouve juste derrière. Vous êtes... Fresh Morning.